Ce que j'ai trouvé de mieux, finalement, c'est ce rapport de Cass Review qui a été déclenché par le gouvernement britannique, enfin par le système de santé britannique, justement pour essayer de faire le point sur cette question, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un certain nombre de problèmes dans leur service de traitement de l'identité de genre, la fameuse Tavistock Clinic. Et donc, ils ont engagé tout un processus de revue des connaissances scientifiques, d'examen de ce qui s'est passé dans ce service, dans cette clinique, et d'essayer de comprendre un petit peu, de réviser finalement leurs standards de soins pour les personnes transgenres et pour surtout les jeunes qui sont en demande de transition. Donc, je ne vais pas tout décrire, j'évoque juste quelques points qui sont à prendre en compte, qui sont intéressants. Donc d'abord, ce qui est clair, c'est que l'épidémiologie de la transidentité est vraiment changeante. Elle a beaucoup évolué entre il y a 15 ans et aujourd'hui. Donc vous voyez l'augmentation des jeunes qui sont passés par ces services de gestion de l'identité de genre a augmenté énormément. Donc là, c'est de 2009 à 2016. Et là, ça permet de voir la suite de la courbe jusqu'à 2021, qui permet de voir que ça plafonne un petit peu maintenant. Donc il y a eu une énorme augmentation. Alors bon, il y a des gens qui en font toute une panique parce que on peut, évidemment, quand on parle de tout petits chiffres, on peut se dire ah oui, ça a augmenté de 500%, donc c'est énorme, donc il y a un truc, il y a une épidémie. Mais bon, des épidémies, on en a entendu aussi pour tout et n'importe quoi, pour l'autisme, etc. Donc, il n'y a pas forcément besoin de paniquer, mais il y a clairement un phénomène qui interpelle, mais qui est classique, si vous voulez, à chaque fois qu'on est en train de reconnaître un phénomène qu'on n'avait pas vraiment bien reconnu avant, évidemment, tout d'un coup, les cas qu'on n'avait pas identifiés avant, mais qui existaient quand même, ils se présentent. Et donc oui, on commence à les compter, et on en trouve plus. Ça, c'est pas tellement étonnant. Un autre truc qui est intéressant, et là qui change un petit peu la nature du problème, c'est que le sexe ratio s'est modifié. Donc, il y a 15 ans et encore bien plus longtemps avant, les jeunes et aussi les adultes qui étaient en demande de transition de genre, c'était principalement des hommes qui s'identifiaient à des femmes et qui voulaient transitionner vers le genre féminin. Et ce qu'on voit dans les années récentes, c'est que maintenant, c'est une majorité de filles et de jeunes femmes qui demandent à transitionner vers le genre masculin. Et donc ça pose question, pas forcément parce que c'est plus mal pour les femmes que pour les hommes d'être transgenres, mais parce que ça veut dire que la nature du phénomène est en train de changer et la population qu'on regarde n'est plus la même que celle qu'on regardait il y a 15 ans. Ce qui veut dire aussi que les études scientifiques qui ont démarré dans les études 2000, par exemple aux Pays-Bas, et qui ont analysé le devenir des personnes qui ont fait une transition de genre, elles étaient basées sur l'ancienne population. Elles disent des choses sur ce qui s'est passé chez ces personnes-là, mais du coup, elles sont beaucoup moins pertinentes pour cette nouvelle population qui est visiblement différente, qui inclut l'ancienne population sans doute, mais qui inclut aussi tout un nouveau nombre de cas qui n'ont visiblement pas les mêmes motivations. Un autre résultat qui interpelle, c'est qu'ils trouvent que parmi ces personnes-là, dans la nouvelle génération, il y a un tiers de cas avec trouble du spectre de l'autisme ou avec un trouble neurodéveloppemental d'un ordre ou d'un autre. Et donc ça aussi, ça interpelle parce que ça n'avait pas été identifié avant. Donc ce qu'ils proposent comme outil d'analyse, c'est de se dire, voilà, on a ces enfants, ces jeunes, qui se questionnent sur leur genre. Ils sont là au milieu. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'il peut y avoir plein de causes différentes, plein d'origines différentes à leur questionnement, et il y a aussi plein d'issues possibles. Évidemment, quand les personnes transgenres, donc adultes, en parlent, elles ont eu un parcours particulier. Elles étaient vraiment transgenres, c'est-à-dire qu'elles s'identifiaient depuis longtemps au genre opposé. Elles ont fait pour certaines une transition, donc elles ont suivi en fait cette trajectoire. D'accord ? Et elles voient la situation à l'aune de leur propre expérience. Et ce qu'elles veulent absolument, c'est éviter aux jeunes personnes transgenres d'aujourd'hui de faire le parcours long et douloureux qu'elles ont eu, où elles ont dû se battre à mort pour obtenir la reconnaissance de leur transidentité, pour avoir accès aux soins, pour avoir accès à la transition, etc. Elles voudraient que le processus soit plus facile pour les jeunes transgenres d'aujourd'hui. Et on peut parfaitement comprendre ça, mais en même temps, on ne peut pas supposer que cette trajectoire, c'est l'unique trajectoire. Parce qu'en fait,
il y a plein d'autres cas. Chez les jeunes qui se questionnent chez le genre, ça peut être un questionnement qui est tout à fait temporaire et qui va disparaître. Ça peut être la conséquence d'agressions sexuelles ou d'autres traumatismes. Ça peut être le fait qu'ils questionnent leur orientation sexuelle, et donc notamment le fait que, à un certain âge, des jeunes peuvent découvrir leur orientation homosexuelle. Et pour certains, ils vont très bien l'accepter et ça ne pose pas de problème. Mais pour certains, ils vont avoir du mal à accepter leur homosexualité. Et une manière qu'ils vont trouver de résoudre leur homosexualité, c'est de se dire « Ah, mais c'est parce qu'en fait, je suis de l'autre sexe ou de l'autre genre. » Et du coup, en transitionnant vers le genre opposé, ils redeviennent hétérosexuels. Vous voyez, ça peut être, se dire transgenre, ça peut être une manière de résoudre un conflit interne qu'on a vis-à-vis de l'homosexualité. Ça peut être qu'ils ont des troubles neurodéveloppementaux et que du coup, ils ont plein de difficultés sociales, etc., ou comportementales, et qu'ils ont aussi plein de questionnements sur leur identité, pas forcément que leur identité de genre, et que ce sont aussi des enfants qui sont souvent assez influençables. Et donc parfois, pour certains de ces enfants, quand on leur parle de transidentité, ça peut être comme une réponse toute faite qu'on leur apporte sur un plateau, et ils voient ça comme la réponse à tous leurs problèmes. Et se dire « Ah oui, c'est parce que je suis transgenre que j'ai tous ces problèmes, etc., que je me sens mal dans ma peau, et ainsi de suite. Et donc si je fais la transition, ça ira beaucoup mieux pour moi. » Sauf que peut-être ils ont un trouble du spectre de l'autisme qui n'est pas diagnostiqué, qui n'est pas pris en charge, ou ils ont un autre problème qui n'est pas diagnostiqué, et peut-être que la transition ne va pas du tout régler leurs problèmes. Voilà, et puis évidemment, il y a le cas de la transidentité véritable. Et si on regarde du côté des débouchés, pour certains de ces jeunes qui se questionnent sur leur genre, la dysphorie de genre va se résoudre sans faire de transition, juste parce que le temps passe et qu'ils se sentent mieux dans leur peau. Pour certains, le fait d'entrer dans la sexualité, finalement, ça va résoudre la dysphorie de genre. Pour certains, ils vont rester, disons, un petit peu non-binaires, mais voilà, sans forcément se définir par rapport au pôle masculin et féminin, ils vont être juste satisfaits de cette non-binarité, ils ne vont pas chercher plus de transition. Il y en a qui vont faire une transition sociale, c'est-à-dire juste sur les prénoms, les pronoms et l'habillement, l'apparence extérieure. Et puis il y en a qui vont aller jusqu'au bout et qui vont faire une transition plus médicale, hormonale et ou chirurgicale. Donc voilà, l'idée c'est donc de dire, voilà, il y a toutes ces trajectoires possibles et on ne peut pas tout juger à l'aune des personnes transgenres qui font la transition complète. Il faut ménager plusieurs voies de sortie, d'autant plus qu'après, il faut voir ce qu'ils deviennent à long terme. Parce qu'à long terme, il y en a qui peuvent rester sans transition et être très contents de ne pas avoir fait de transition, et puis d'autres regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt. D'autant plus que une fois que l'adolescence est lancée, il y a un certain nombre de transformations du corps qui s'opèrent et qui vont les éloigner finalement du genre désiré. Donc ceux-là, ils regrettent de ne pas avoir fait la transition plus tôt. Mais pareil, chez ceux qui font la transition, il y en a qui vont être très contents avec la transition et il y en a qui vont regretter la transition. Parce que finalement, c'était un sentiment passager où ça s'est résolu autrement et ils se retrouvent dans le corps du genre opposé, mais qui ne leur convient plus. Ils ont fait une transition hormonale et chirurgicale et qui est en fait irréversible. Et ceux-là sont aussi très malheureux. Et certains d'entre eux entament une détransition, mais qui est très compliquée et on ne peut pas revenir à la situation antérieure. Donc eux, ils sont aussi dans une situation absolument dramatique. Donc vous voyez, on a toutes ces situations à prendre en compte et finalement, en gros, ici, on a envie de maximiser les flèches vertes et de minimiser les flèches rouges. Bien sûr, ceux qui sont vraiment transgenres, on a tout intérêt à les faire transitionner le plus tôt possible parce que ça va les aider à aller mieux et c'est leur trajectoire. Mais on a aussi envie d'éviter au maximum qu'il y en ait qui regrettent d'avoir transitionné et donc de faire des traitements médicaux lourds et irréversibles sur des jeunes qui n'en ont pas besoin. Et le problème, c'est qu'à l'heure actuelle, on n'est pas vraiment capable de prédire quelle va être la trajectoire d'un jeune. Si on était, comme dit Bancroft, si on était capable de prédire qu'un jeune de 12 ans avec une interrogation sur le genre persisterait comme transgenre, alors là, évidemment, on lui proposerait tout de suite une transition. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas être sûr et que l'adolescence, c'est un moment où il y a beaucoup de choses qui changent.
Donc voilà, ça fait partie des grands débats et je vais le laisser là parce qu'on n'a pas, en fait, on n'a pas la résolution de ce débat. Et la suite du projet CAS, en fait, c'est de continuer la recherche parce qu'on a besoin de nouvelles recherches pour comprendre le devenir de cette nouvelle génération de jeunes qui se questionnent sur leur genre en fonction des suivis qu'on leur propose. Pour l'instant, on n'a pas la réponse de comment se résolvent ces différentes trajectoires.